Bonjour et bienvenue à cette présentation dans le cadre de la semaine FEP. Aujourd'hui, nous allons présenter les deux certificats en journalisme et en enquête et renseignement pour parler du métier de journaliste enquêteur, donc de ce métier au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, nous accueillons Robert Maltais et Guillaume Louis, qui sont les deux responsables de ces certificats. Alors, je vais vous laisser vous présenter et à toi l'honneur, Robert. Bon, alors, je croyais que j'aurais laissé la place volontiers à mon collègue Guillaume. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre d'information. Alors, qui suis-je? Il faut un peu brièvement se présenter. Alors, je suis un journaliste de métier, éthicien également de formation, 40 ans dans le métier de l'enseignement et du journalisme. J'ai eu la chance, en quelque sorte, de faire le tour du jardin professionnel, c'est-à-dire quoi? Travailler pour des journaux, la radio, la télé, dirigé la permanence du Conseil de presse du Québec, un quotidien qui s'est appelé Le Fleuve, et puis finalement arrivé à l'Université de Montréal où je dirige le programme de journalisme et de rédaction professionnelle depuis une quinzaine d'années. Alors, au-delà de ça, ma formation étant journalisme au premier cycle, et j'ai une maîtrise en éthique, en philosophie morale, si vous préférez. Et j'ai méchamment, on n'est pas parfait, j'ai abandonné mon doctorat rendu à la thèse. Alors, j'ai préféré écrire des livres, j'en ai écrit 6 jusqu'à maintenant, principalement dans le journalisme, également en philosophie. J'espère en publier d'autres. Il faut contribuer chacun à sa manière à l'évolution de la société. Voilà. Alors, donc, ça me fait plaisir de vous accueillir. J'aurai l'occasion, après mon collègue, de vous parler brièvement de, du journalisme. Qu'est-ce que c'est cette réalité? Qu'est-ce que ça mange en hiver, les journalistes? Ces méchants journalistes que nous sommes. Merci Robert, bienvenue. Guillaume? Guillaume, on ne t'entend pas. Est-ce que tu m'entends là? Oui, là, ça y est. Bonjour à tous et à toutes. Guillaume Louis, je suis le responsable du programme en enquête et renseignement. J'enseigne depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai été formateur des enquêteurs des corps policiers du Québec à l'ENPQ pendant un peu plus d'une décennie. Je suis spécialisé sur l'analyse des crimes sériels et le profilage géographique, profilage de personnalité. Je suis un bâtard juriste criminologue. J'ai une formation en droit, une maîtrise en droit, puis une maîtrise en criminologie. Et comme mon confrère, j'ai aussi pêché au niveau du doctorat pour l'avoir abandonné après 5 années. D'accord, bienvenue. Alors, Guillaume, en quoi est-ce que le certificat en enquête et renseignement peut être un atout pour le métier de journaliste? Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les méthodes, les techniques qu'on y enseigne? Bien sûr. En premier lieu, ce qu'il faut considérer, c'est que l'enquête a une nature duale, double. À la fois, c'est un travail du savoir, de l'information. Et donc, à ce titre, on va la retrouver dans tout un tas de disciplines. Et j'observe la clientèle que j'ai dans mon programme, elle reflète ces champs d'intérêt diversifiés où l'enquête est utilisée comme manière de faire. Et donc, j'ai autant des historiens que je peux effectivement avoir des journalistes, bref, profils très diversifiés autour de cette idée que l'enquête, c'est avant tout une manière de faire et de développer un certain nombre de techniques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le fond, l'enquête, c'est quelque chose qui cherche à créer du sens, à faire du sens là où il n'y en a pas nécessairement. Et puisqu'on a besoin de créer et de faire du sens un peu partout autour de nous, c'est pour ça que l'enquête comme manière de faire se retrouve dans une pluralité de dimensions. L'autre nature de l'enquête, cette fois, c'est plutôt de la considérer comme un outil qui est utilisé pour protéger des intérêts fondamentaux de la société. Fait qu'on va la retrouver ici, cet outil, pour protéger un certain nombre de droits. On peut penser à la protection des droits des consommateurs, à la sécurité des transports. On peut penser également à la protection des intérêts de l'État. Il est évident que lorsqu'on parle d'enquête, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la protection du public face à la criminalité, à la délinquance, mais pas uniquement. Pas uniquement parce que finalement, l'enquête comme instrument, comme outil que l'on utilise pour essayer de protéger le public est essentiellement tournée
dans le domaine de l'administration et dans le domaine de l'enquête administrative et pénale. C'est là où on va retrouver le plus grand potentiel en termes de profession et également en termes de volume d'enquête. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dès qu'on considère et qu'on parle d'une réalité sociale, ben, il y a son pendant qui est une réalité d'enquête. Vous pourriez essayer de me citer tout un tas de réalités sociales que je vous trouverai toujours une réalité d'enquête. Pensez actuellement à la réalité de votre quotidien qui est absolument omniprésent, un monstre qu'est la COVID. La COVID est notre réalité. Ben, moi, je vais vous fournir une illustration d'enquête qui est l'enquête épidémiologique. L'enquête épidémiologique, c'est essayer de retracer les cas contacts, essayer de faire des arbres. Et bien, tout ça, ça prend un certain nombre de savoir-faire, de manières de faire, puis c'est ce que nous enseignons dans le programme en enquête et renseignement. Le lien avec le journaliste n'est pas nécessairement uniquement strictement le journalisme d'enquête est alors évident. Tout simplement parce qu'en premier lieu, le travail du journalisme est véritablement un travail du savoir et de l'information, mais également parce que le journalisme va couvrir toutes ces réalités d'enquête et donc va couvrir des enquêtes. Et il est important pour le journaliste de savoir comment ces différentes enquêtes, dans ces différents milieux, à quel standard elles répondent, sur quel cadre elles se bâtissent. D'accord, merci. Robert, on voit aujourd'hui avec l'accélération de la presse, des outils d'information, etc., tout va plus vite. Quelle est la place du journalisme d'enquête dans la presse d'aujourd'hui? Oui, je pense que le journalisme d'enquête, c'est très important, mais je salue d'abord mon collègue Guillaume, et je lui enverrai un chèque pour parler aussi bien du journalisme qu'il vient de le faire. Mais plus sérieusement, finalement, nous vivons, c'est une très bonne question, à une époque, on le sait tous, d'accélération du temps, où tous les êtres humains sont bousculés par le temps. Enfin, on se demande où court-on et on se demande surtout où est-ce qu'on va. Alors, il faut apprendre à ralentir dans le métier pour faire des enquêtes, la marche. La démarche journalistique prend du temps et ça prend de l'approfondissement quand on fait de l'enquête pour finalement, je dirais, faire des histoires avec un minimum de profondeur. Alors, on ne peut pas être non plus à la remorque de la technologie dans ce métier-là. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui demande de débarquer sur le terrain, de suivre la marche de l'humanité. Suivre aussi, surtout, je dirais, la marche de l'inhumanité, parce que c'est beaucoup ce qu'on voit à travers la planète. Alors, le vrai journalisme se pratique vraisemblablement, surtout, sur le terrain, et toute enquête prend du temps. Il faut prendre du temps pour faire le tour des tenants et des aboutissants de l'histoire, parce que un bon reportage doit être complet et on doit connaître non seulement le décor, mais l'envers du décor, hein, pour que les gens, les citoyens, puissent juger de la pertinence de cette réalité et, si possible, l'ensemble de cette réalité. D'accord. Une Donc, question intéressante et j'y répondrai avec plaisir. quel est le contenu du certificat en journalisme en fait? À qui est-ce qu'il s'adresse? Qu'est-ce qui le démarque des autres? Est-ce que si là, par exemple, bah, là, il y a pas mal d'étudiants qui nous écoutent, qu'est-ce qui pourrait donner le plus envie de rejoindre ce certificat-là? Ben, il y a un préalable. Hein. Faut aimer beaucoup les êtres humains pour faire ce métier-là. Si on n'aime pas l'être humain, on ne fait pas ce métier-là. Je dirais sans méchanceté, on devient comptable, on fait autre chose. Là. Bon, alors, c'est d'abord c'est un préalable. Et il faut souhaiter aimer témoigner justement de ce que j'appelais tout à l'heure de la marche de l'humanité. Voir, parce que qu'est-ce que sont des journalistes? Ce sont des historiens du jour, de modestes historiens du jour, qui témoignent de la réalité de leurs semblables à tous les jours et qui permettent la coexistence aussi de vivre en liberté et en démocratie. Il faut se rappeler que le métier, le journalisme a quand même 4 siècles d'histoire et a contribué à la naissance justement de cette démocratie et à la naissance de ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours la citoyenneté. Il n'y avait pas eu d'information à l'époque, au 16 et 17e siècle. Il n'y avait peut-être pas eu de début de démocratie. Il y a eu donc contestations populaires qui ont fait tomber des dictatures, qui ont fait tomber des monarchies.
et qui ont donné la parole au peuple. C'est un des moyens que le peuple a pour prendre la parole et les journalistes sont appelés à témoigner de cette réalité-là. Alors, le contenu du programme, la question était là également. Évidemment, il y a les éléments fondamentaux du journalisme. Qu'est-ce que c'est que le journalisme? Quelle est l'histoire? Quelle est la méthodologie? Quelle est l'écriture de presse? Ah, qui n'a rien à voir avec l'écriture traditionnelle, donc l'écriture de presse. L'éthique et la déontologie professionnelle. Et c'est un métier aujourd'hui qui appelle forcément beaucoup de polyvalence. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une ère numérique. On ne peut pas être contrôlé par les technologies, mais on doit les utiliser, ces technologies. Donc, les jeunes, les nouveaux journalistes sont appelés à jouer sur toutes les plateformes, autant des plateformes de presse écrite, de radio, de télé, donc l'audiovisuel, et des plateformes en ligne. Alors, il faut devenir polyvalent et notre travail consiste à transmettre des savoir-faire pour que les futurs journalistes deviennent justement polyvalents. Notre certificat a quand même 50 ans d'existence et il a fait ses preuves. Je dirais modestement, il faut quand même regarder ça. Il y a 5 maisons d'enseignement au Québec et au Canada français qui donnent des programmes de journalisme. Toujours est-il qu'au cours de la dernière décennie, 60% des prix de la relève ont été remportés par nos étudiants. On en est bien content, donc on travaille pour continuer dans cet esprit-là. Ce qui nous aide peut-être, c'est que nos étudiants nous arrivent déjà préformés. C'est-à-dire qu'ils arrivent déjà avec un grade universitaire diversifié dans toute catégorie, même en médecine, en sociologie, en philosophie, en littérature, en sciences même. Et nous leur donnons en quelque sorte comme formation ce que moi j'appelle le crémage sur le gâteau, donc cette spécialisation qui leur permet de justement pratiquer du journalisme. Et voilà, c'est un peu dans cet esprit-là que va le programme. Je pourrais en parler davantage un peu plus tard si vous le souhaitez. D'accord, donc c'est un programme vraiment très polyvalent et qui permet aux personnes qui arrivent avec leurs propres compétences, vraiment de pouvoir écrire, parce ils auront appris la méthodologie de l'écriture journalistique et vraiment d'aller plus loin et de mettre en avant leurs compétences qu'ils auront apprises au préalable. Effectivement. Super. Et ben, Guillaume, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du certificat en enquête et Oui, renseignement? oui, avant, je vais rebondir sur les propos de mon collègue. D'abord, pour dire qu'effectivement, le certificat en journalisme, ce qu'il appelle le crémage sur le gâteau, qui vient finalement sur une formation déjà existante, c'est un profil que je retrouve également parmi mes étudiants qui viennent, comme je l'expliquais tout à l'heure, parce que l'enquête est diversifiée d'une pluralité de sphères et de mondes et qui viennent chercher dans le certificat en enquête et renseignement l'amélioration de savoirs déjà existants et pour de nouveaux étudiants, la découverte de ces nouveaux savoirs. Il y a autant des professionnels, par exemple, on peut penser aux soins infirmiers qui viennent chercher cette formation en enquête et renseignement et les techniques d'enquête pour intégrer le syndic, l'ordre professionnel, autant que nous avons des étudiants qui se présentent sans avoir pour le moment d'autres formations, mais qui ont espoir de construire une trajectoire par la suite à partir de ce programme en enquête. L'autre chose, je salue là mon collègue sur la notion d'humanité. S'il y a bien quelque chose que partagent le journalisme et l'enquête, et en fait pas tant le journalisme et l'enquête, mais surtout ici pour vous, le journaliste et l'enquêteur, c'est ce critère d'humanité. Point d'enquête sans humanité. Et s'il y a tout un tas d'aptitudes, de compétences qu'on peut développer dans le cadre d'un programme, l'humanité, c'est un prérequis que l'on peut chercher à essayer d'améliorer, mais c'est véritablement quelque chose qui va façonner votre capacité autant à être journaliste qu'être enquêteur. Sans humanité, vous ne serez notamment pas en mesure d'interagir avec les autres. Or, le journaliste, comme l'enquêteur, doit pouvoir interagir. Puis la dernière chose pour rebondir sur mon éminent collègue qui présentait son vieux certificat de 50 ans de bouteille. Moi, c'est vraiment le portrait inverse, c'est-à-dire je suis responsable d'un tout jeune, mon bébé, qui est ce certificat en enquête et renseignement qui a tout au plus 2 ans et demi d'existence, mais qui est déjà parmi les plus attractifs de la faculté.
Fait que pour vous présenter le contenu de mon programme, ce que je vous dirais, c'est qu'il reflète le contenu de ce qu'est une enquête. C'est-à-dire que la structure y est essentielle, très importante. Et dans cette structure, qui est tout aussi importante dans le programme qu'elle l'est au travers de l'enquête, il n'est pas possible à l'étudiant d'aller butiner, c'est-à-dire aller choisir un cours et l'ordre de ses cours. Non, ici, de la même manière, on ne peut pas butiner en enquête et donc mon certificat est aussi rigide que je le suis et que l'est par nécessité la matière, c'est-à-dire avec un point d'entrée où on vous prend par la main jusqu'au point final. À l'intérieur du programme, donc, c'est vraiment cette idée de construire un certificat comme un programme ayant porte d'entrée, cheminement et porte de sortie. Vous allez avoir 7 cours obligatoires, ce qui est quand même quelque chose assez exceptionnel sur un certificat qui en compte 10. Il n'y a donc que simplement 3 cours à option. Tous les autres doivent être suivis et doivent être suivis dans un ordre qui favorise l'acquisition, qui favorise l'apprentissage des notions et des contenus. Lorsqu'on pense à enquête, on pense évidemment à tout un tas de matières, de contenus qui doivent être abordés. Et ce contenu va se découler selon une certaine logique. La première des logiques, c'est qu'un bon enquêteur est quelqu'un qui connaît le cadre juridique dans lequel il est amené à travailler. Fait que dans le programme, dans l'enquête et renseignement, parmi les 2 premiers cours obligatoires, vous avez 2 cours de droit, un cours pour le droit des enquêtes privées et un cours pour le droit des enquêtes administratives et pénales. Ça, c'est la base. Puis, cette base-là, elle est nécessaire pour, une fois que l'on se projette dans un terrain d'enquête, éviter de faire capoter une enquête pour simplement ne pas avoir respecté les standards et le cadre juridique. En dehors de ces notions juridiques, c'est évident que l'enquêteur doit maîtriser un certain nombre de ce qu'on va appeler des techniques d'enquête. Il y a donc un cours d'entrevue en enquête. Il y a un cours également sur tout ce que sont les perquisitions et saisies, encore une fois, dans une pluralité de situations, pas nécessairement ici dans la dimension criminelle, mais également le respect donc, des règles de perquisition et saisie au privé, etc. Vous avez également un cours sur le renseignement. Je vous le disais, l'enquête, c'est un travail du savoir, de l'information. Comment récolter cette information, auprès de qui, savoir quelle plateforme utiliser pour récolter ces informations et savoir bien les analyser, savoir bien les traiter et savoir aussi utiliser ces renseignements pour les projeter par la suite dans des démarches d'enquête plus positives. Un cours également sur les stratégies d'enquête, et donc ici, on parle autant de surveillance physique que de surveillance électronique. C'est également dans ce cours-là qu'une des dimensions très essentielles de l'enquête va être travaillée, parce que l'enquête, c'est une forme de narration, okay, ce qui rejoint encore le journalisme. Donc, c'est un travail soit d'écriture, soit d'oralité, mais il faut savoir exprimer les résultats de son enquête. Parce que, in fine, là, à la fin de l'enquête, cette enquête, elle va aboutir vers quelqu'un qui nous l'a commandé, ce qu'on appelle un mandant, celui qui nous délivre le mandat, et ça peut même aller jusqu'à, évidemment, une autorité judiciaire ou juridique. Et donc, il faut savoir bien écrire, et c'est savoir écrire, rédiger un rapport d'enquête, savoir également bien organiser son enquête autour de ce qu'on va appeler la planification, le plan d'enquête, mais également savoir présenter de manière orale les résultats de son enquête. Finalement, on va avoir un dernier cours, le 7e cours obligatoire, et le cours d'activité d'intégration, où aucun nouveau contenu, aucun nouvel apprentissage ne va être transféré par le chargé de cours, mais qui vient finalement consacrer tous les apprentissages qui se sont succédés dans les 6 premiers cours. Et là, vous allez être placé sur un terrain d'enquête. Vous allez recevoir une enquête à réaliser de A, encore une fois, jusqu'à Z. A étant la préparation de votre enquête, la planification, la projection de combien est-ce que vous allez demander à votre client, quel type de ressources, quel type de technique vous allez utiliser, comment vous allez dérouler votre renseignement, la réalisation de vos entrevues également, pour finir à la conclusion de cette enquête qui peut parfois se produire, c'est-à-dire ici le contre-interrogatoire de l'enquêteur par des membres du DPCP, c'est-à-dire donc des procureurs, de vrais procureurs de la couronne, qui vont venir vous chauffer les oreilles pour voir jusqu'à quel point vous avez réalisé une bonne enquête.
c'est bon pour moi, Laura. Ben, c'est vraiment, très intéressant, ça donne envie là, je trouve que c'est une vision Je très peux peut-être concrète. rebondir. Oui, Je peux peut-être justement, je voulais, rebondir sur mon collègue. Oui, alors, parce que moi, j'étais un peu bref, c'est très, très intéressant. Ce que disait, entre autres, Guillaume, ce que je disais moi aussi un peu moi-même, le fait que nous accueillons des étudiants qui ont des formations préalables diversifiées va dans le sens des attentes des médias d'information. Parce que les médias d'information ont besoin d'avoir des journalistes, des reporters qui offrent un regard pluriel du monde. Hein. Pour pas qu'on ait, on peut pas venir tous de la même formation, il faut avoir un regard diversifié. Et plus nos étudiants, nos finissants ont des formations diversifiées, plus le regard sera évidemment pluriel. Euh, À l'intérieur du programme de journalisme, il y a une autre chose qu'on fait, et je souhaite insister là-dessus, nous offrons une analyse internationale de l'actualité pour voir non seulement ce qui se passe à travers la planète, donc un regard non pas nombriliste, mais vraiment planétaire sur le monde, et nous formons aussi à travers plusieurs ateliers de presse, des ateliers très pratiques. C'est qu'une fois qu'on a vu les éléments fondamentaux de ce métier-là, encore faut-il pouvoir travailler là-dessus. Et puisque les mots sont le véhicule de la pensée, hein, alors donc on utilise les mots, les techniques de rédaction. J'utilise entre autres encore des journaux parce que ça existe encore, même si on a vu qu'au cours de la dernière décennie, à cause de la révolution numérique, on a vu un grand nombre de quotidiens, de journaux hebdomadaires, de magazines disparaître à travers le monde, des milliers d'emplois de reporters également, mais les médias sont en train de se reconstruire sur une nouvelle base, sur une base où ils sont dans justement le multiplateforme. Alors donc, finalement, nos ateliers de pêche vous préparent justement à travailler sur toutes ces plateformes, autant écrites que radiophoniques, télévisuelles ou en ligne. Alors, on travaille donc également dans cet esprit-là. Et je crois qu'il y a eu aussi, une possibilité de travailler de façon très concrète parce qu'il y a un labo de presse, qui nous est envié, je crois et qui permet Oui, vraiment, aux effectivement, étudiants merci de de me rappeler s'amuser, ça. Oui. Nous avons un laboratoire multimédia où on expérimente tout ça et il est extrêmement fonctionnel. Non seulement nous avons des ordinateurs de dernière catégorie, mais avec justement des logiciels de montage adaptés et également des régies et des studios de radio et de télévision. À tel point que si Radio-Canada ou TVA demain tombent en panne, ou même, je ne sais pas, France Inter, on pourrait produire un téléjournal à partir de l'Université de Montréal. Alors, on pourrait être assez équipé. Et si ouais. la formation qu'on donne est suffisamment bonne, je pense que nos étudiants, nos finissants pourraient effectivement présenter un téléjournal à partir de l'Université de Montréal. Mais ça, c'est très intéressant. En tout cas, on se dit qu'en tant que potentiel étudiant, si on peut présenter le journal bientôt, alors c'est une bonne nouvelle. Il faut y aller quand même à petits pas et modestement. Hein. Oui, Alors, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de cours, de titres de cours qui sont donnés vraiment pour que ça donne, une idée très concrète de ce qu'ils vont, approcher comme thématique? bon, évidemment, ils vont prendre un cours de méthodologie journalistique. Le cours s'appelle méthode journalistique. C'est comment écrit-on dans la presse. Et nous, c'est ce qu'on appelle, vous avez sans doute peut-être déjà entendu ça, c'est la pyramide inversée. On commence pas par, on commence pratiquement par la fin. C'est quoi la conclusion? Vous assistez à un événement, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est l'importance sociale de cet événement, quel est l'impact de l'événement. Par exemple, vous assistez à une réunion très longue d'un conseil municipal, et puis finalement, vous racontez que la réunion est très longue et s'est éternisée, etc. Et on apprend à la fin de votre reportage que finalement, la mairesse de Montréal a démissionné. Peut-être aurait-il fallu commencer par ça. Alors, il faudrait commencer par la conséquence de cet événement. La réunion a été un tel chaos qu'elle a provoqué la démission de la mairesse de Montréal. Alors, encore faut-il commencer par là. Donc, l'écriture journalistique, c'est ce qu'on montre. Et à travers différents ateliers de presse, on apprend les différentes techniques. Mais on consacre d'abord à approfondir qu'est-ce que c'est que l'éthique journalistique, qu'est-ce que c'est que la déontologie. Et la déontologie, dans chacune des professions, est à la base, aux racines même de la profession. Ce sont les règles générales. Quels sont les droits de la presse? Quelles sont les responsabilités inhérentes de la presse? Et
plan social, les responsabilités de la presse sont grandes, puisque finalement, on dit, nous, entre nous, on ne rend des comptes qu'au public. Mais alors, rendons-les ces comptes. Comment peut-on les rendre? On peut les rendre à travers des organismes de régulation et d'autorégulation, comme les conseils de presse du Québec. Il y en a à peu près, il y a 400 conseils de presse à travers le monde qui sont au service des citoyens, qui peuvent recevoir des plaintes sur du travail mal fait livré par la presse ou s'informer simplement sur quels sont les droits des citoyens devant la presse, quels sont les droits des journalistes, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce que peut faire la presse et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire surtout. Voilà. Alors, il y a tous ces cours qu'on donne qui préparent justement, et aussi à travers ça, évidemment, des cours avancés au plan de la maîtrise de la langue, parce qu'on peut voir qu'on a un problème actuel et je pense que nous en sommes à peu près tous conscients dans le milieu universitaire. L'ère numérique a amené les réseaux sociaux et que voit-on à travers les réseaux sociaux? Je dirais une médiocrité au plan de la maîtrise de la langue. Si vous lisez ce qu'on reçoit un peu partout, ça se demandait en quelle langue on écrit. Alors, parfois, j'ai l'impression que ce n'est même pas du français. Bref, on a tous un effort, une conscientisation à avoir par rapport à la langue. Si on veut communiquer dans le journalisme, encore faut-il apprendre à écrire préalablement. Et il y a un verbe préalable, il faut, on le rappelle constamment à nos étudiants, réfléchir. Hein? Réfléchir, s'il possible, en profondeur. Et une analyse recommande, et comme avec mon collègue en enquête et renseignement, des recherches en profondeur. Alors, c'est ce qu'on voit à travers le programme de journalisme, entre autres. D'accord. Alors, tu parlais du niveau de rédaction, en fait, qui est quand même un prérequis important pour ce métier-là et qui est enseigné dans le certificat. Mais ça m'amène à la question sur avec quel certificat est-ce que ce certificat en journalisme pourrait bien se jumeler, puisqu'on a beaucoup de nos étudiants qui démarrent un certificat, puis après on continue un autre, puis un autre, et jusqu'à arriver au baccalauréat par cumul. Alors, on voit aujourd'hui qu'évidemment, 2 certificats qui se jumellent très bien, c'est enquête et renseignement et journalisme. Mais avec quel autre certificat est-ce que, le certificat en journalisme pourrait bien se jumeler? J'imagine que rédaction professionnelle, ça pourrait être un bon jumelage, qu'en penses-tu? Et est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a, bon, au-delà d'enquête et renseignement, il y a rédaction professionnelle où justement on met l'accent sur l'apprentissage de la langue et sur également les différentes techniques de rédaction. Et c'est un préalable. Là. Il n'y a pas un seul média d'information sérieux qui va embaucher des gens qui ne maîtrisent pas la langue française. Et dans toutes les nuances, hein, parce que la langue est magnifique, hein, il faut se le dire. La langue française, c'est ça. Il ne faut pas la massacrer parce qu'elle est très grande, elle est très large. Les nuances sont grandes également. Alors, il faut la maîtriser. Dans ce programme de rédaction professionnelle, l'enseignement se fait justement par des grammairiens, des linguistes, des docteurs en lettres qui, justement, ont une expertise très concrète, justement, de la langue. Et on peut associer rédaction professionnelle à journalisme, enquête et renseignement, comme par exemple, hein, je présume que mon collègue va le dire également, puisqu'il est diplômé en droit, pourquoi pas au programme de droit, ce qui donnerait une très, très bonne formation également de base. Il y a également traduction. Et voilà les premiers. Et un autre programme important, coopération internationale. Oui. Principalement pour celles qui souhaitent justement cheminer, faire leur métier à travers la planète, et particulièrement à l'international. D'accord, donc en effet, il y a beaucoup d'opportunités, différentes. Le certificat fait également partie d'un baccalauréat, par cumul avec appellation qui est tout nouveau en pratique de la communication. Effectivement. Donc ça peut être aussi une avenue intéressante pour certaines personnes qui nous écoutent. Oui, on peut Heu, obtenir également un baccalauréat avec pratique de la communication, avec, ça présuppose quand même des conditions de base, dont une majeure ou une mineure en communication à la Faculté des arts et des sciences. Mais on pourra y Tout à fait, en et d'ailleurs, revenir. on va en parler dans notre présentation ce soir, donc s'il y en a qui ont envie de nous suivre également ce soir, vous verrez, qu'on pourra en parler plus en détail. Guillaume, de ton côté, avec quel autre certificat est-ce que le certificat en enquête et renseignement pourrait, se jumeler? En fait, j'ai aucun préféré parmi tous mes collègues, dans le sens où le certificat en enquête et renseignement va toujours parfaitement combler un profil. On voit effectivement ici qu'il est très à côté au certificat en journalisme, mais
tout à l'heure, je vous donnais comme exemple, comme illustration, du personnel de soins, du personnel infirmier qui veut rentrer dans le syndic. Bon, ben, donc, le certificat en enquête et renseignement va aussi très bien se marier avec la somme des autres cadres et corps professionnels qui sont présentés à la FEP. Si maintenant il fallait vraiment réduire et en compter que quelques-uns en dehors de celui qui est présenté par Robert aujourd'hui, c'est évident qu'il faut aller vers le certificat en criminologie, le certificat en victimologie, moindrement, et le certificat en gestion appliqué à la sécurité et à la police, le certificat GSP. Pourquoi? Ben, essentiellement, l'association entre la criminologie et l'enquête paraît tout à fait naturelle au regard de la matière que l'on s'imagine être celle qui définit l'enquête policière. Or, je vous ai précisé tout à l'heure que ça n'est nullement le cas, que l'essentiel des enquêtes se situe en dehors de ce monde policier. Cela dit, effectivement, pour ceux des étudiants qui s'intéressent à la chose criminelle et qui s'intéressent à l'enquête policière, à l'enquête criminelle proprement dit, évidemment, ici, l'association entre le certificat en criminologie ou une majeure en criminologie, puis le certificat en enquête et renseignement prend tout son sens. Particulièrement parce que, Laura, tu parlais du BACAP, le baccalauréat par appellation. Dans le journalisme, il y en a un également. Euh, En fait, il y en a plus qu'un, mais il y en a un qui est propre à la FEP, qui est le baccalauréat en études du phénomène criminel, qui requiert soit 3 certificats pris à la FEP, et là, le choix est peu important, c'est criminologie, victimologie et certificat en enquête et renseignement, qui peut, comme je l'ai présenté tout à l'heure, également être composé d'une majeure en criminologie, puis du certificat en enquête et renseignement. Si effectivement le certificat peut s'associer pour compléter un profil à la somme des certificats qui sont proposés à la faculté de l'éducation permanente, celui de criminologie et celui de journalisme sont probablement ceux que je verrais les plus naturellement cohabiter. D'accord, merci. Alors ça m'amène à parler de ce qui va suivre après, en fait, le certificat, parce que justement, le choix des certificats dépend de ce qu'on veut faire après. En général, dans quel secteur est-ce que les finissants du certificat en journalisme, Robert, trouvent des emplois? Est-ce que tu as des exemples de finissants dont tu pourrais nous parler? Oui, oui. Alors, finalement, je dirais que nos étudiants, au cours des dernières décennies, se sont retrouvés un peu partout dans les différents médias, autant dans les journaux, les hebdomadaires, les quotidiens, dans des stations de radio, de télévision, à l'intérieur de magazines également, et aujourd'hui, de nos jours, de magazines web, hein, ou de journaux en ligne également. Euh, Si on regarde le parcours est assez fructueux. Je dirais, nos étudiants ont investi autant la presse, le devoir, la radio, la télévision, Radio-Canada, certaines émissions aussi scientifiques comme Découverte à Radio-Canada, Enquête, Les Années-Lumière à la radio. Alors, différents endroits et des magazines comme L'Actualité, par exemple, également. Et certains ont encore je dirais, réussi dans le métier mieux que d'autres et certains même assurent le leadership de certaines organisations, dont un de nos étudiants qui s'appelle Michael Nugent. Michael, qui est un de nos diplômés depuis 10 ans, qui est le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Le nouveau grand patron de la presse, qui est François Cardinal, le rédacteur en chef, un de nos diplômés. Je regarde, quand je vois le téléjournal Le Reste du Canada, je vois la correspondante en Russie, Tamara Elterescu, qui est une de nos diplômés. Vous voyez, ils sont un peu partout. Ils sont également dans des médias plus modestes, mais l'important, c'est qu'ils puissent travailler. Évidemment, les dernières années ont été difficiles pour l'emploi chez les journalistes, mais depuis environ 2 ans, c'est en train de se tasser. Il y a une amélioration. Par contre, il y a un accroissement de journalistes qui travaillent à la pige ou comme journalistes indépendants, ou d'autres qui ont parti au cours des dernières années leurs propres médias en ligne et qui vivent maintenant avec ces médias-là. Alors, il y a une autre réalité qui se profile depuis la révolution numérique. De ce Les côté-là. métiers se transforment, mais Oui, ça prend forme et
Je veux dire, ça témoigne justement de cette réalité. Voilà. Mais il y a encore de la presse et nous, finalement, je pense qu'on est, tous ceux comme moi qui croyons beaucoup dans l'avenir du journalisme, l'importance aussi sociale de ce métier-là, nous montons facilement aux barricades pour défendre ce métier-là et s'assurer qu'il y a une relève demain. Qui est un très beau métier. Et du côté du certificat, enquête et renseignement, Guillaume, quels sont les types de métiers qu'on peut, Ok, traiter? Parce que il y j'imagine a, qu'on te pose tout le temps les mêmes questions sur, est-ce qu'on oui. peut devenir enquêteur? Est-ce qu'on peut débusquer les tueurs en série et Non, ça les c'est serial juste killers et c'est juste à la cetera? télévision, ça, Laura, les tueurs en série. Euh, alors, effectivement, Laura, c'est une question qu'on me pose de manière récurrente. J'aimerais, avant d'y répondre, préciser quelque chose qui semble tout à fait logique dans le discours de Robert. C'est il ne faut pas considérer que le certificat en enquête et renseignement, à lui seul, vous permettra de vous ouvrir les portes des milieux d'enquête. Parce que ce sont des postes qui offrent de très fortes responsabilités. Robert parlait de responsabilité aux yeux du public, responsabilité sociale, l'enquêteur en a tout autant. Et donc, il ne faut pas penser qu'avec un certificat, on va pouvoir réaliser des enquêtes. Et je vais vous exposer certains milieux d'enquête. Vous allez voir que traditionnellement, le baccalauréat va être requis, voire des études supérieures dans certaines organisations. Est-ce qu'il est malgré tout possible d'approcher des milieux d'enquête rapidement? Oui, bien sûr. Le bac par cumul, le BACUM ou le BACAP, donc bac par appellation dont on parlait tout à l'heure, sont des bonnes stratégies pour atteindre rapidement des milieux d'enquête. Ici, je vais vous séparer les milieux d'enquête en fonction d'abord de l'intérêt que la plupart des gens ont, c'est-à-dire évidemment l'enquête criminelle. Alors là, je préfère tout de suite couper court aux aspirations et aux prétentions plutôt que vous faire vivre du rêve. Travailler en matière criminelle en termes d'enquête criminelle est quelque chose qui va de toute façon requérir la trajectoire usuelle de l'enquête policière, c'est-à-dire un deck technique policière, plus une formation en patrouille gendarmerie à l'École nationale de police du Québec, plus X années de patrouille, donc sur le bitume, et là, éventuellement, on va se faire offrir un poste où on va candidater sur un poste de sergent détective. Et à partir de là, il faudra aller suivre une formation initiale en enquête dans laquelle, donc, je vous l'expliquais, j'ai enseigné pendant un peu plus de 10 ans. Bref, ça, c'est le profil pour aller atteindre le poste d'enquêteur criminel. En dehors de la police, je vous dirais qu'il y a peu d'enquêteurs qui vont travailler cette matière. On va voir, je vais vous préciser, il y en a quand même quelques-uns par la suite. Cela dit, vous pouvez malgré tout travailler accolés à l'enquête policière via ce qu'on appelle les postes en analyse ou les postes en renseignement. Ceux-là sont de plus en plus nombreux et sont majoritairement ouverts aux civils. Mais c'est ces postes-là dont je vous expliquais qu'essentiellement, ils vont prendre un bac, que ce soit pour travailler au service du renseignement canadien, au service du renseignement québécois, que comme analyse dans un poste de police, soit pour la SQ, le SPVM ou n'importe quelle sûreté municipale. Chose à retenir ici, plus les organisations ont des hauts niveaux de police, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur des dossiers plus complexes, généralement plus sexy également, plus diversifiés, plus la compétition va être serrée. Et c'est là où la maîtrise, un diplôme de second cycle, va en général être nécessaire. Mais l'enquête criminelle se fait également en dehors de l'autorité policière par tout ce qu'est les sphères et les entreprises de sécurité privée. Mais là encore, ce sont les plus prestigieuses qui peuvent travailler la matière criminelle. Et qui dit plus prestigieuse dit également une plus forte compétition pour accéder à ces postes d'enquêteurs privés en matière criminelle. Toujours dans cette même possibilité, il y a de plus en plus d'organisations policières ou d'organisations parapolicières pensées au BEI qui investiguent sur l'enquête criminelle et l'enquête policière. Pensez à l'UPAC, l'unité permanente anticorruption. Toutes ces organisations-là sont de plus en plus ouvertes aux compétences des civils. Et ici, le certificat positionne nos étudiants comme évidemment des candidats de choix, puisque
Si vous regardez sur la page de présentation du programme en enquête et renseignement sur le personnel enseignant, vous allez voir qu'une grande pluralité des meilleurs policiers et praticiens de l'enquête policière enseignent, dont le seul profileur notamment, pour la totalité du territoire. À l'extérieur de cette sphère criminelle, je vous expliquais là où se trouve finalement le plus grand domaine d'enquête, vous allez trouver des postes en enquête dans tous les ministères, dans toutes les commissions publiques, les institutions publiques, les entreprises, organismes publics. J'en cite juste quelques-uns pour vous faire une tête. Ministère des Transports, de l'Immigration, de l'Environnement ont tous des corps d'enquête qui leur sont propres. L'Agence canadienne d'inspection des aliments pour savoir si on va bouffer de la viande avariée, la Commission d'accès à l'information, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la CNESST, évidemment, Revenu Québec, Hydro-Québec, l'Autorité des marchés financiers. Bref, j'arrête parce que je pense que je vais saouler les gens, mais la liste est à l'université, à son propre service d'enquête sur le harcèlement notamment. Bref, ça, c'est un monde d'enquête très, très ouvert. Il y a également, je vous l'ai cité tout à l'heure, les organismes qu'on appelle parapublics. Ce sont donc les ordres professionnels et les syndics pour chaque profession, donc des enquêteurs pour enquêter sur les pratiques. Au niveau municipal, il y a également énormément de corps d'enquête, à commencer par les corps d'enquête qui vont regarder les contrats entre la ville et les co-contractants municipaux. C'est ce qu'on appelle notamment les bureaux des inspecteurs généraux à Montréal. Il en existe à Laval, à Longueuil, à Saint-Jérôme, à Québec, etc. Le champ associatif, dans les associations, on a toujours besoin de quelqu'un qui sait faire de l'analyse. Il y a aussi des associations qui travaillent dans le milieu de la réinsertion, dans le milieu donc de la criminalité, qui ont toujours besoin de personnes qui savent travailler les bases de données, qui savent faire ressortir de l'information et du renseignement. Puis je vous dirais, et je conclurai là-dessus, un des grands pourvoyeurs d'emplois en analyse et en enquête actuellement et qui entraîne énormément de roulements professionnels parce qu'il mange beaucoup de candidats, ce sont les officines bancaires, okay? Fait que fiduciaires et bancaires. Pensez n'importe quelle banque que vous allez trouver des analystes, puis des enquêteurs. Oui, on voit que c'est vraiment large, hein, du monde de la banque jusqu'aux services publics, les assurances, et cetera. Enfin, ça fait beaucoup, beaucoup d'opportunités, après ce certificat-là. Merci beaucoup Guillaume, merci Robert également et on va passer aux questions du public.